Ok, dans cette vidéo, on va commencer l'intégration, on va faire un petit aparté sur les logiciels qu'on va utiliser tout au long de la formation. Alors c'est pas nécessaire, simplement si tu me vois ouvrir des fenêtres, il va falloir que tu te poses la question, enfin si tu te poses la question de qu'est-ce qu'on utilise, voilà, je te réponds dans cette vidéo. Donc ici on va utiliser Photoshop pour la maquette, donc moi je livre les fichiers sources, mais je te livre également les ressources du projet extraites, c'est-à-dire les images, les logos, etc. pour pas que tu aies à le faire si tu ne possèdes pas les logiciels. Donc dans la majeure partie des cas, si tu es front-end et que tu bosses avec des clients réels, et ben, ce qui va se passer c'est qu'on va te livrer des maquettes. Les graphistes ne fournissent pas nécessairement les fichiers sources. Ici tu peux travailler sur un JPEG sans aucun problème. L'idée en fait c'est simplement de t'importer, d'extraire par exemple certaines choses comme le logo ou les images ou les choses comme ça, récupérer le code couleur en utilisant la pipette, hein, d'accord, ici pour essayer de voir sur quel code couleur tu travailles, etc. De toute façon, quand tu intègres un projet, on te fournit une maquette avec des éléments, mais on te fournit aussi les typos, on te fournit le code couleur, etc. Voilà, donc là ici, c'est pas nécessaire. Je vais juste faire un aparté en fait sur ce petit background pour essayer de voir un petit peu comment on va le réaliser, comment on va le coder nous au sein de notre application pour l'optimiser. Et puis on aura une partie donc Illustrator où donc si tu connais pas Illustrator, l'idée c'est de vectoriser en fait des images. Donc tu vois ici tu viens dessiner des formes, ici tu vois le burger qui a été réalisé ici. Tu viens dessiner des formes et en fait donc vectoriser tes textes. De cette manière en fait tu vas pouvoir, alors je fais une petite connerie, tu vas pouvoir prendre comme ça voilà un élément et tu vois si je le zoome à ce niveau là, tu vois j'ai aucune perte de qualité, j'ai aucune pixelisation. D'accord. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un rendu professionnel au niveau de notre projet, tout en réfléchissant à la vue responsive. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'afficher certaines icônes, certains logos de manière plus ou moins grande, sans aucune perte de qualité. Voilà. Si on venait exporter un élément comme celui-ci, tu vois, par exemple, qui se trouve en fait être un JPEG dans notre document, si je viens et que je l'agrandis comme ça, tu vois, à son maximum, enfin à son maximum en tout cas que je l'agrandis, on voit, tu vois, ici un effet blur, un petit effet flouté, tu vois, et en fait quand on se rapproche, on se rend compte effectivement que ça a été pixelisé. Donc là ici on est vraiment sur deux formats différents sur Photoshop. Ici on est, si on extrait cette image là pour l'intégrer dans notre projet, on se retrouvera avec un JPEG ou un PNG suivant ce qu'on a décidé d'extraire. Mais le problème, bah, c'est ça, c'est que quand on va commencer à changer de vue et à demander une diminution de la taille pour s'adapter à notre écran, et ben on va se retrouver avec des éléments qui seront pixelisés. Donc tout ce qui va être illustration, d'accord, donc icônes, logos, etc. Tout ça seront des données qui seront vectorielles et ces données-là, eh ben, moi je les travaille au niveau de Illustrator. Évidemment, dans ton fichier ressources, tu bénéficieras de ce logo-là, mais tu auras également la ressource du projet qui te permettra, si tu le souhaites, eh bien, tout simplement de faire une application avec un autre nom et de lui donner voilà, un autre type, quitte même à travailler sur un autre logo pour partir sur un nouveau projet. Ici, si tu veux reprendre un petit peu la charte graphique de l'élément, tu verras qu'au niveau du calque, je t'indique dans le fichier source, donc qui appartient à la ressource et qui s'appelle logo Burger House. Ici, tu as la typo qui est indiquée ici, puisqu'elle est vectorisée, tu ne pourras pas à ce niveau-là modifier directement le texte. Donc si tu veux le modifier, eh ben, en utilisant Illustrator, il te suffira simplement de reprendre la typo que j'ai utilisée et puis donner un nouveau nom à ton application. Voilà. J'ai fait un petit cours bref là-dessus pour que tu puisses savoir ce qu'on utilise. Je rappelle que c'est pas obligatoire. Nous, on va se concentrer uniquement sur cette partie-là du projet. Alors, si tu ne disposes pas de Photoshop, tu ne vas pas avoir la possibilité de faire ce que je m'apprête à faire. Donc, je te montre tout de suite. Je vais cliquer ici sur ce groupe, donc d'accord, qui représente en fait le hero top. Et ici, par exemple, je vais masquer tu vois, un élément de mon fichier source. Voilà, donc tu vois que c'est des dossiers ici, un petit peu comme on va travailler sur le site, où on a la possibilité d'enlever juste un bouton, juste un titre, etc. etc. D'accord. Donc tu vas pas avoir cette possibilité de faire ça si tu n'as pas le PSD. Donc le PSD te sert à ça justement, il te sert à isoler les éléments, comme par exemple la suppression, de tous les éléments pour récupérer par exemple la partie background sur laquelle on va se focaliser justement. D'accord. Donc
Si tu as Photoshop, tu peux d'ores et déjà te focaliser sur cette zone-là puisqu'on va nous extraire en fait le background. Alors j'ai travaillé sur ce background avec des formes que j'ai récupérées, des icônes, etc. Donc j'ai passé ça sur un calque. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, on ne fait pas de l'infographie. Mais donc ici, l'idée en fait, eh ben, plutôt que d'afficher un background qui soit aussi gros, d'accord, de le prendre de cette partie-là, de l'exporter comme étant un background image et de l'étendre sur une dimension de 1920 par exemple pour couvrir une taille d'écran gigantesque, le problème que tu vas te retrouver, c'est d'importer dans ton projet une image qui est beaucoup trop volumineuse par rapport à un téléphone mobile par exemple. Donc nous l'idée, eh ben, ça va être de faire en fait un comment dire, j'ai perdu le nom. Je vais récupérer la fenêtre ici. Voilà, de faire un motif en fait. L'idée c'est d'avoir un motif qu'on va pouvoir répéter. D'accord. Alors pour faire ça, rien de très fou. L'idée en fait, c'est simplement, tu vois, de prendre une zone de qui te paraît cohérente. Donc voilà, par exemple, moi j'ai sélectionné, tu vois, ici le petit vert. Je suis allé chercher l'angle du pixel qui était à ce niveau-là, tu vois, celui qui est ici. D'accord. Et j'ai mis un repère. Donc ici, j'ai utilisé les règles de Photoshop pour mettre un repère bleu que tu vois ici. J'ai cherché la forme à son extrémité et elle est répétée à ce niveau-là. Donc ici, j'ai fait la même chose. D'accord. Je suis venu m'arrêter au niveau de ce même pixel. J'ai pris un point de référence si tu préfères et j'ai indiqué une règle à ce niveau-là. D'accord. Donc ça m'a permis de délimiter en fait la largeur de mon image de manière à la répéter. C'est-à-dire que si je prends l'intégralité de cette largeur-là et que je la répète de l'autre côté, ben en fait la partie manquante que j'ai pas récupérée ici, je la retrouve à ce niveau-là. Et donc je vais pouvoir le répéter dans le sens horizontal. Ensuite, on va faire pareil avec le sens vertical. Et là, je me suis occupé de ce bout de pastèque qui m'intéressait, mais j'ai pu aussi travailler avec celui-là. Donc, tu vois, le bout de pastèque qui est ici, en fait, est répété à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré la partie qui était visible. Ok. J'ai fait un édition copier avec fusion. D'accord. CTRL V. Donc voilà, ma forme, elle est là. D'accord. Elle vient de se mettre ici. Et donc, je me suis décalé un petit peu vers le bas. Et j'ai tenté, tu vois, de reproduire à l'exactitude et de repositionner ma forme. D'accord. Et donc ça m'a donné en fait cette coupure à ce niveau-là. J'ai intégré ma règle et donc ça me permet en fait de savoir précisément que si je prends ce carré-là précisément, et ben je vais pouvoir tout simplement le dupliquer en fonction de la taille qui est allouée à l'écran. Je vais pouvoir le dupliquer autant de fois sur le sens horizontal que sur le sens vertical. Donc je te montre globalement comment ça fonctionne. Donc tu vois, je récupère cette zone de mon écran à ce niveau-là, d'accord. Je fais un édition copier avec fusion. Je me rends sur un gabarit plus grand que la zone que j'avais faite. Je fais un CTRL V et je me retrouve avec cette forme. Donc cette forme, je vais tout simplement la mettre dans l'angle gauche de mon écran et je vais imiter ce qu'on va faire tout à l'heure dans le code. Donc cette partie-là, en utilisant Alt sur Windows, je vais venir comme ça, hop, tu vois, la mettre côte à côte. Et je me rends compte ici qu'il n'y a aucune coupure bizarre, d'accord. Donc j'ai vraiment parfaitement aligné mon motif, d'accord. De cette manière, je vais pouvoir, un peu comme une tapisserie en fait, hein, je vais pouvoir avoir un motif qui est facilement reproductible, simplement en alignant les images côte à côte, d'accord. Et on voit ici qu'on n'a aucune différence nécessairement. Donc ici, je vais reprendre simplement ces trois pour contrôler en fait dans le sens vertical. Donc on voit que à ce niveau-là, il va falloir que je m'avance. On voit que la limite ici, elle est bien réalisée, d'accord. J'ai aucune coupure et quand je dézoome, voilà, je me rends absolument pas compte du fait que ça a été dupliqué. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai récupéré en fait ce format-là qui va me permettre tout simplement de travailler dans notre code. Donc ici, je peux faire un édition copier avec fusion, d'accord. Donc je copie tout, je fais un CTRL N. Ça me permet d'ouvrir un document avec mon presse-papier en fait. Donc ici, la dimension théorique de ce que je viens de sélectionner. Donc je vais juste simplement créer et CTRL V. De cette manière, j'ai récupéré directement l'image que je vais pouvoir venir fichier, exporter, enregistrer pour le web hérité. Et ici, m'exporter ça dans le format de mon choix. Ici, ça sera JPEG. Et
pourquoi pas gérer un petit peu la qualité pour l'optimisation, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, tant que tu es sur du 80, voilà, il y a vraiment pas de perte de qualité à l'œil nu, ça ne se voit pas, et surtout au niveau du poids de l'image, tu as quand même une sacrée différence, donc du coup en rapport avec la perte de qualité. Ici tu vois par exemple on est à 26,13 au niveau du poids, si je me mets à 100, je suis à 63,61 et je te garantis que toi à l'œil nu tu peux pas voir la différence entre une image ou l'autre une fois qu'on l'aura codé en ligne. Donc idéalement, ici, tu peux commencer à venir te mettre en qualité, tu vois, 75. Moi, en général, je me mets à 75. Voilà, c'est préconisé. Tu vois qu'ici, on est à un tiers du poids à la base, alors qu'on ne verra pas de différence. D'accord. Donc ici, ça te permet d'exporter. Ça, c'est une petite notion parce que je ne vais pas revenir sur ce que je fais au niveau des logiciels. De temps en temps, je vais venir et je vais utiliser les éléments. On n'a pas nécessairement besoin de le faire dans la formation, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit plus dans ton CV si tu sais manipuler des logiciels. Alors je t'encourage du coup à réaliser tes propres maquettes et à toucher un petit peu des choses comme ça. Je pense que je ferai aussi des formations à ce niveau-là parce que moi j'ai une petite patte artistique. Je suis front-end parce que justement j'aime ça et j'aime la création. Donc j'ai fait un petit peu de web design, un petit peu d'infographie. Donc j'aurai pas mal de choses à transmettre idéalement comme ça. Donc pareil à ce niveau-là, au niveau de l'image. Simplement récupérer une image, donc on voit ici qu'on a une image qui se balade. Voilà comment on va faire en fait cette espèce de dégradé de couleurs entre les deux, c'est-à-dire qu'ici j'ai un dossier image dans lequel ici j'ai un burger, dans lequel j'ai tu vois des frites, un verre, et puis j'ai tu vois des petites ombres qui ont été créées comme ça à ce niveau-là, plus un glow qui va me permettre de faire un halo de lumière. Et en fait quand je vais déplacer cette image, tu vois ici, on voit que le halo se fond dans le background et c'est ce qui crée ce relief là. Donc nous ce qu'on va faire en fait c'est tout simplement utiliser cette image là qu'on va venir exporter, etc., etc. Donc ça c'est des choses que tu peux faire en interne si tu as envie d'adapter un petit peu la vue et puis changer, parce que l'idéal c'est vraiment de pratiquer, c'est là où tu vas vraiment kiffer. Et puis si tu veux rester sur vraiment tip top la maquette comme on l'a fait, et ben tu as juste à utiliser le fichier source que je te mets avec cette formation, et puis que tu puisses du coup récupérer en fait les images au fur et à mesure que je les intègre. Voilà, on va commencer à coder dès maintenant la partie HeroTop de notre application sans plus attendre. Alors pour mémoire, notre application aujourd'hui elle est très moche, ça je pense que personne ne l'a raté. L'idée, ça va être tout simplement de nous rendre au niveau de notre fichier source, et donc dans ce composant de page qui représente homepage, ça va être de supprimer déjà cette première information. Alors tu verras, quand tu es dans un return en React, tu n'as pas le droit en fait de avoir plusieurs nœuds côte à côte. Donc tu vois ce genre de choses ici par exemple, tu peux pas faire ça ici, tu peux pas avoir deux, il faut que tu aies un nœud principal et à l'intérieur plusieurs nœuds autant que tu veux. Ici tu n'as pas le droit de faire ça. De la même façon, si tu crées un nœud qui ne te sert à rien, tu verras, j'utiliserai plutôt ce type de syntaxe qui va me permettre en fait de créer un nœud par rapport à mon code pour pas que j'ai d'erreur, parce qu'ici tu n'as pas le droit de ne pas en avoir, puisque du coup tu vas te retrouver, hop, s'il veut bien fonctionner. Voilà, tu n'as pas le droit d'avoir un élément de return comme ça qui ne comporte pas de nœud. Donc l'idée en fait d'utiliser ce type de syntaxe, c'est que ça va permettre en fait à ton code de comprendre qu'il y a un nœud, mais ça ne va pas l'intégrer dans ton projet React. Donc tu ne créeras pas des divs nuls, des divs qui n'ont aucun intérêt. Donc dès lors que tu me verras utiliser ce style de syntaxe, c'est que j'ai pas nécessairement le besoin d'avoir une div, j'ai pas nécessairement le besoin d'avoir quelque chose, d'accord ? Donc à ce niveau-là, on va tout simplement supprimer ce nœud, mais on va évidemment garder un élément pour pas que React comprenne qu'il y a un problème, enfin nous indique qu'il y a un problème. Et puis dans app, on avait fait cette petite chose pour voir un petit peu comment se comportent les composants les uns avec les autres. On va le supprimer également, repartir sur une interface blanche et neutre. D'accord. Alors évidemment le démarrage de l'application va être légèrement ralenti étant donné du fait que il va falloir qu'on paramètre des choses comme par exemple les types de couleurs, les typos, il va falloir qu'on mette en place les éléments, il va falloir qu'on commence à créer des composants de boutons, etc. Mais par la suite on va gagner en rapidité, d'accord, donc c'est normal qu'on prenne un petit peu le temps de voir les éléments dès le départ. D'accord. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'ici dans notre dossier component, on va commencer par hiérarchiser les informations. Ici, on va faire ce qu'on appelle un HeroTop, c'est-à-dire un header type un petit peu marketing, d'accord. Donc on va avoir des call to action, des choses comme ça.
je vais les inclure dans un dossier qui s'appellera marketing. De cette manière, je sais que dans ce dossier marketing, j'obtiendrai en fait tous les composants de type marketing. D'accord? Donc des choses que tu sors sur des landing pages en général, d'accord? Et puis il y aura d'autres dossiers qui comprendront plutôt des éléments basiques comme des balises, des links, des boutons, des choses comme ça, d'accord? Ce sera dans d'autres dossiers. Donc ici on va créer dans notre dossier marketing, on va commencer à créer un composant qui va s'appeler HeroTop, d'accord? Donc l'idée, encore une fois, là je vais te montrer tout de suite. Donc tu vois ici dans Tailwind, il propose sur un format qui est mi-gratuit, mi-payant, donc tu verras à ce niveau-là. Donc si tu te rends dans Tailwind UI, il propose des éléments prédéfinis, préinstallés. Donc ici tu vois un cadenas si tu n'as pas de compte, si tu n'as pas payé en tout cas le service. Mais on voit ici qu'on a des possibilités d'utiliser des choses qui sont gratuites. Donc l'idée ici, je te fais un bref aperçu, c'est d'avoir, tu vois, un bout de code que tu peux utiliser en React pour bien te faciliter la tâche si tu veux commencer à faire un petit peu de l'intégration en conservant des mises en page qui sont par défaut. C'est pas nécessairement ce qu'on va faire. Moi, ce que je voulais te montrer à ce niveau-là, c'est que je trouve qu'ils ont bien organisé, ils ont bien schématisé un petit peu la chose, et moi j'apprécie, donc je pense faire ce genre de choses dans ce projet-là. Tu vois, ici on a un élément marketing, et dans cet élément marketing, on va avoir une section de oui, une section de page section, et donc on va avoir des sections de héros, de features, de call to action, de pricing, de header, de FAQ, etc., newsletter, etc., etc. Donc on voit ici, si tu préfères, ça illustre mieux ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce concept de composants marketing. Ici on va avoir plutôt des composants éléments, donc ça va être des éléments de type header, banner, mais nous on pourra en créer plus. On aura également, tu vois, au niveau application, quand on va rentrer dans un contexte de l'application, on aura peut-être la possibilité d'isoler ces composants dans un type qui sera plutôt application. Et ici, pareil, on pourra récupérer un format heading, un format de liste, voilà, etc., etc. Nous, c'est en gros la hiérarchie qu'on va essayer de créer dans notre fichier, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, pour s'y retrouver, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, évidemment, on va être dans un élément marketing pour l'instant. On sera dans une section de page. Et ici, dans notre dossier de section de page, on pourra retrouver notre fameux Hero Section et d'autres au fur et à mesure. Donc ici, on va tout simplement appeler notre dossier page section. Voilà pour quelle raison on va faire ça. Donc je retourne ici. Voilà, on va créer comme ça un dossier dans lequel on va pouvoir glisser HeroTop. Donc là, ici, ça sera un fichier HeroTop.js. D'accord ? Voilà, on va sauvegarder, on va utiliser React Function Component plutôt. Et voilà, du coup ici on va partir tout de suite sur notre élément. Donc notre élément de HeroTop qui appartient donc à toute cette chaîne de dossiers, il va falloir qu'on l'intègre à un moment donné dans notre page Home. Moi ce que je propose c'est qu'on le fasse dès maintenant. Donc ici on va voir si l'importation dynamique, comme je te le montrais dans les précédentes vidéos, voilà, on va voir si ça fonctionne à ce niveau là. Donc ici on va utiliser HeroTop, tu vois, on va commencer à écrire Hero, et ici on se retrouve avec effectivement un élément HeroTop qui appartient à source, component, marketing, page section, etc., etc. Donc on voit que ici on l'a retrouvé. Je vais simplement cliquer ici et toi tu vas te contenter de voir ce qui se passe à ce niveau là. Voilà, ici c'est une importation de type dynamique, c'est-à-dire qu'il nous a introduit en fait dynamiquement le chemin par rapport à notre endroit parce qu'il a retrouvé cet élément-là. Pour rappel, attends, je vais juste finir ma balise. Pour rappel, à ce niveau-là, ça l'a fait, et pas comme avec le routeur tout à l'heure, ça l'a fait parce que justement on avait indiqué que la fonction s'appelait HeroTop, donc on a su le récupérer. Voilà, c'est une façon comme ça assez intéressante de récupérer rapidement un élément pour l'importer. Voilà, tu peux le taper à la main, de temps en temps j'utiliserai l'une, de temps en temps j'utiliserai l'autre. Voilà comment on fait. Donc au niveau de HeroTop, je vais sauvegarder, on va retourner dans notre application, évidemment ici on n'a pas de contenu HeroTop donc on n'a rien. Ok, fin de l'aparté, on va pouvoir commencer à coder. Alors ici, notre
Hero Top, d'abord, c'est une section dans laquelle on va retrouver un background jaune, d'accord, et idéalement un motif qui va être répété. À l'intérieur, on va se retrouver avec une section à ce niveau-là, d'accord, qui va comprendre une section sur la gauche, une section sur la droite, avec notamment dans cette section sur la droite, une section de titre, une section de boutons, une section avec deux boutons. D'accord, voilà comment on va procéder. Ensuite, on va avoir une deuxième section dans laquelle on va avoir une section sur la gauche, dans laquelle on va avoir une section de titre, un bouton. Et pareil pour notre image avec notamment ce titre qu'on va coder nous à la main et qu'on ne va pas importer comme étant une image parce qu'on est des vrais codeurs. Voilà, donc voilà comment on va fonctionner. Dans un premier temps, on va réaliser cette partie-là en jaune. Alors, pour réaliser ça en jaune, par quoi on commence? Donc on va déjà commencer par définir les dimensions, si tu veux, les couleurs, etc. D'accord? Alors, pour schématiser, on va commencer par indiquer une class name. Alors, je code vraiment avec toi, c'est-à-dire que ici le projet n'a pas encore été créé en fait, je le crée au fur et à mesure, donc il y a des chances pour que de temps en temps il y ait des petites erreurs, des petits retours en arrière, mais c'est ce qui va faire la richesse de cette formation justement, sinon ça aurait aucun sens. L'idée ici c'est vraiment de progresser ensemble pour que tu vois en même temps, donc c'est un petit peu du live code, hein. Donc ici par exemple je vais indiquer un background red parce que je sais, ou tiens yellow, parce que je sais que j'ai pas encore nécessairement introduit et paramétré mes couleurs, ma charte graphique, mais on va prendre quelque chose qui se rapproche. Ici on va partir sur un background yellow 300. Ici je vais utiliser weight pour définir la largeur, donc ici je vais partir sur un weight full, ça va me permettre de faire un weight 100%. Je rappelle qu'ici tu peux regarder un petit peu à quoi ça correspond si tu as des doutes. Idéalement aussi on va partir sur un head screen, c'est juste pour manipuler. Je vais sauvegarder à ce niveau-là et en fait il va me créer un élément, d'accord, div de taille 100% sur hauteur 100% de couleur jaune. D'accord. Voilà comment on va démarrer à ce niveau-là. Donc dans un premier temps, on va commencer à configurer un petit peu l'image qu'il va y avoir et on va demander de la répéter. Et puis on va commencer comme ça petit à petit à intégrer les éléments. Alors, déjà pour configurer un code couleur qu'on a envie d'utiliser, on va se rendre dans le dossier Tailwind config. Okay. Tailwind config va nous permettre justement, donc à ce niveau-là, ici, va nous permettre d'importer le thème de couleur par défaut et de l'instancier dans notre projet. Nous, on va avoir la possibilité de créer notre propre code couleur, de l'ajouter au projet. Donc par exemple, on va commencer par rédiger une couleur. Donc on définirait comme étant primaire. Donc on va indiquer primary, on peut indiquer ce qu'on veut. Ici, je vais indiquer la syntaxe pour écrire dans cette ligne. Et donc à ce niveau-là, je vais mettre par exemple, au hasard, je vais mettre ça. D'accord, donc un gris un peu clair. Okay. Donc à ce niveau-là, je vais sauvegarder. Quand on fait ça, qu'on touche à un fichier config, on va avoir besoin de clôturer la console, donc CTRL-C, et de la redémarrer. C'est important parce qu'il va régénérer de cette manière avec les nouvelles données qu'on lui aura transmises. Ok, une fois que ta console est redémarrée, on va vérifier si cette information a été transmise correctement. Donc ici, par exemple, on va indiquer texte. Tu vois, on pourrait mettre par exemple text red 500 et donc dans ce cas-là, il va utiliser les fichiers red au niveau de la configuration par défaut, d'accord? Mais nous, on va pas faire ça. On va aller faire un texte et on va indiquer le code qu'on vient d'indiquer, c'est-à-dire primary. Donc ici, on voit bien qu'on est sur un gris, d'accord? Ici, on a la possibilité, d'accord, de lier cette nouvelle couleur qu'on a instanciée. Et donc à chaque fois qu'on va utiliser notre couleur primaire, je te cache pas que du coup c'est beaucoup plus simple au niveau de la maintenance. Si ton client te dit bah finalement le jaune il est peut-être un peu trop jaune, je verrai un jaune un peu plus poussin, etc. Bah, ça va te permettre d'avoir quelque chose de plus facilement modifiable. Évidemment, si tu codes toutes tes classes comme ça sans prendre conscience et connaissance que ce genre de choses peut arriver, ça va te coûter des heures à modifier. C'est pas nécessairement au client de le facturer, d'accord? Il faut que tu penses comme ça le plus possible à faire les choses de manière
vraiment, enfin facilement modifiable, parce que sinon c'est un enfer à maintenir. Donc ici tu vois qu'on va commencer à indiquer des couleurs, donc on aura un code couleur primary, on aura un code couleur secondaire. Je pense qu'on ira chercher des petites couleurs de pointe, comme par exemple je pense au rouge, tu vois, on utilise un rouge qui n'est pas nécessairement celui de la palette de couleurs de Tailwind, donc on ira chercher un rouge, on ira chercher donc tu vois un marron, des choses comme ça. D'accord. Donc pour moi, au niveau de l'application, en fait, là aussi on est sur un code un peu jaune, mais à ce niveau-là, tu vois, on sera sur un code un peu blanc, même au niveau de l'interface de l'application. La couleur primaire, moi j'ai défini que ce serait le jaune, la couleur secondaire, ce serait le marron. C'est-à-dire ici, tu le vois par rapport au bouton. Ici, le primaire, ça sera voilà, celui qu'on veut intégrer quand on utilise du jaune, et le marron, ça sera la couleur secondaire. Et puis ensuite, on va faire une petite distinction entre ces deux pour avoir un hover. Quand on va survoler le bouton, on va avoir un jaune un petit peu plus light ou un petit peu plus sombre, et pareil pour le marron, histoire d'avoir quelque chose voilà, qui se marie bien. Et c'est ces couleurs qu'on va dispatcher tout au sein de notre application. Alors, si tu as besoin de récupérer le code couleur, il te suffit simplement de pipeter avec le logiciel de ton choix pour récupérer le code hexadécimal de la couleur. Donc ici, notre jaune, ça sera celui-là. Donc on va tout simplement se diriger dans notre fichier Tailwind config et on va définir la couleur primaire comme étant celle-ci. On va avoir la couleur qu'on va appeler secondary, qui sera elle plutôt ce marron là que j'ai utilisé. D'accord. Donc on va récupérer le code hexadécimal de la même manière. Hop, hop. Voilà. On va récupérer le rouge. Donc on va simplement l'appeler red, c'est-à-dire qu'on ne définira pas de, tu sais, de notion de 500, etc. Donc ici on va l'appeler red. Tac, tac. Ok, on va sauvegarder ça. Alors de quoi on pourrait avoir besoin dans un premier temps? Je pense que dans un premier temps on a besoin de rien d'autre. Le blanc utilisé est du blanc. C'est du blanc pur, hein. Quand je dis que c'est du blanc, c'est du blanc pur, il semble. Alors celui-là non, tu vois, celui-là l'ombre, tu vois, on risque d'avoir besoin de cette couleur là. En revanche, le blanc qu'on utilise, c'est du blanc pur, ouais. Donc ici tu vois, on va avoir un petit effet, donc ça c'est le genre de choses qu'on viendra peaufiner au fur et à mesure. On utilisera certainement une couleur et on viendra se mettre en opacité plutôt que d'installer plutôt une couleur qu'on va utiliser vraiment de manière trop ponctuelle. D'accord. Nous ici l'idée c'est de réunir les trois couleurs qu'on va utiliser, donc le jaune, le marron et le rouge. Ok. Bon, une fois que c'est fait, on redémarre le serveur. Donc on éteint, tac, oui, hop. Alors là il m'a mis plein de... Voilà, et on va redémarrer le serveur. Ok, le serveur est redémarré, on va se rendre du coup dans notre fichier EOTop, et ici, plutôt que de mettre un background yellow 300 à ce niveau-là, d'accord, on va plutôt utiliser le background primary. On va regarder un petit peu la différence en live, primary. Donc tu vois que c'est un jaune un peu plus qui tire sur les oranges. Voilà, ici on a défini notre couleur primary. Si on va chercher secondary, on va avoir notre marron. Et si on utilise red, background red, il n'a pas aimé. Ah bah oui, d'accord. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il hurlait. C'est parce que ici on va lui donner un nom plus spécifique. Alors j'ai fait une petite erreur parce qu'ici red ça va être utilisé différemment. Comment on pourrait l'appeler? J'ai pas d'idée. Background red primary, on va mettre. Ouais, c'est le rouge primaire. Donc ça nécessite évidemment qu'on recline tout ça. Ok, nous revoilà avec le serveur lancé. Donc évidemment ici, donc si maintenant je fais background red, il va me mettre background red primary et ça va nous permettre de l'avoir d'accord, instancié. D'accord, c'est juste le nom que je ne pouvais pas utiliser parce qu'il était déjà utilisé. Voilà, et ça va nous permettre d'avoir un rouge plutôt vif. Ok, donc voilà comment ça fonctionne. Alors je vais enlever le texte primary qui n'a aucun intérêt pour notre exercice. Ici, background, je vais repartir sur un primary.
et on va définir donc une couleur jaune. Alors pourquoi mettre une couleur jaune alors que notre background qui arrive comporte déjà cette image jaune? C'est tout simplement le temps que le background va se charger, on aura quand même déjà un élément visuel jaune. On va pas passer du blanc au jaune comme ça sans... Tu vois, le temps de chargement va faire que ça va saccader les éléments. Donc on va sélectionner directement un background primary et puis comme ça le temps que l'image se charge, et ça devrait être rapide puisqu'on va l'optimiser. Mais en tout cas le temps que ça se charge, on aura déjà une couleur, ça sera matérialisé. On n'aura juste pas les petites icônes de food qui sont derrière. D'accord ? Ok, alors on va commencer par importer donc notre fichier média au niveau des images. Donc dans notre fichier images, on va installer un dossier background dans lequel on mettra tous les backgrounds qu'on souhaite utiliser dans les composants. Donc il appartiendra au dossier images. Donc dans notre dossier formation click and collect, on aura des ressources. Donc c'est des dossiers, des documents qui risquent de changer quand toi tu vas utiliser les ressources, puisque je vais avancer progressivement et que du coup voilà, je suis en construction pour l'instant. Donc on va retrouver ça dans les ressources images du projet, et tu vas retrouver ça au niveau du background. Donc ici c'est le background food.jpg. Je vais essayer de ne pas modifier les titres en cours de route, parce que sinon tu risques d'avoir des choses qui ne sont pas nécessairement à jour. Voilà. Donc ici on va récupérer cet élément du background, d'accord, qu'on a installé au niveau de notre projet dans la section background. Ici le fichier config, on peut le fermer, le background on va le fermer également. Alors une fois qu'on a importé notre image au sein de notre projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une div. D'accord, simple div dans laquelle on va indiquer ici un style, d'accord, pour importer notre image. Donc ici comment ça se passe? Si on veut faire un background repeat, on va se rendre dans la document Tailwind, on va rechercher la notion de background repeat et on va avoir dans la documentation des classes et une utilisation. Ici on te montre que l'utilisation du background repeat, il faut indiquer une classe dans une classe de ta div, et à ce niveau là il faut indiquer la position de ton image comme étant un background image. Alors ici on n'est pas sur du React, donc nous on va utiliser la syntaxe associée à React, mais tu verras que au final c'est la même chose. Donc comme l'indique la documentation, on va commencer par faire un class name dans lequel on va indiquer background repeat. Et ici, on va utiliser une syntaxe un peu particulière en JSX pour pouvoir évoquer background image. D'accord ? Donc je répète que l'idée, c'est de faire un background image avec une adresse d'URL. Ok, on va importer donc cette image qu'on va appeler, comment on va l'appeler? On va l'appeler illustration. D'accord ? Donc import illustration from. Donc on va aller rechercher cette image dans notre dossier média, puis dans notre dossier image, puis dans notre dossier background, et il va s'agir de l'image background-food.jpg. Voilà, donc tu récupères ton image via son emplacement, et donc ici on va commencer à indiquer à cette div qu'on va vouloir lui paramétrer un background qui sera celui-ci. Alors en React ça marche comme ça. Donc c'est style égal, on va ouvrir deux accolades, ok. À l'intérieur, on va utiliser une syntaxe un peu différente qu'on a l'habitude d'utiliser en CSS, donc ça va être background image avec une majuscule, donc pas de tiret. Background image, deux points. Ici, on va sélectionner les backstitch pour pouvoir indiquer une variable au sein de notre classe. Donc ici URL entre parenthèses, et donc on va invoquer une variable, et donc on va l'écrire comme ceci pour pouvoir indiquer une variable à l'intérieur. On va indiquer illustration. D'accord ? Alors, si tu n'es pas très à l'aise avec ce type de syntaxe, tu verras qu'on va manipuler tout au long de la formation. Donc je ne fais pas d'aparté dessus pour l'instant, ça ne sert à rien, faut que ça reste digeste. L'idée ici, c'est simplement de convertir ce qu'on a l'habitude de faire en CSS, c'est-à-dire un background-image, .url, etc. D'accord ? L'idée c'est de l'écrire parce qu'on est sur du React, donc l'idée c'est de reproduire ce qu'on a l'habitude de faire. Ok, une fois qu'on a demandé à React d'introduire notre image en tant que background et qu'on a indiqué la classe background repeat,
On va déjà aller voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a rien du tout. On n'a rien du tout parce qu'on est dans un élément div, et notre élément div, il va falloir qu'on lui donne des proportions. Alors étant donné que notre div est enfant d'une div parente qui, elle, a des dimensions, on va avoir la possibilité d'indiquer tout simplement weight full pour weight 100% et height full. Donc cette fois-ci pour height 100%. Tout à l'heure c'était height screen, c'était pour avoir la dimension réelle de l'écran, c'était pas un 100%, d'accord? Ici on est sur un width et height 100%. Le simple fait de donner une dimension à notre div va convertir du coup et donc va répéter en fait notre image. Et donc voilà, on va pouvoir comme ça intégrer un motif. Donc si maintenant par exemple on décide de changer cette valeur et donc on va lui donner, je sais pas moi, une valeur pour l'instant par défaut, ne serait-ce que pour coder un petit peu, height, on va mettre 48, faire un height suffisant pour qu'on voit la différence. Voilà, ici tu vois qu'on va avoir donc notre image qui va prendre la partie qu'on lui aura définie. Alors nous c'est une partie qu'on va définir au niveau des éléments qu'on aura à l'intérieur, donc ça va se définir plus ou moins naturellement. Ici je le mets en place puisqu'on n'a pas de contenu à l'intérieur, d'accord? Évidemment si tu définis pas à ce niveau-là de contenu, étant donné que tout dépend de ça, tu te retrouves avec quelque chose de blanc. En revanche, si tu écris à l'intérieur, oups. Si tu fais ça par exemple, et ben voilà, tu vas avoir une mise en page qui va se mettre en fonction du contenu. Et nous, c'est justement ce qu'on va faire. Au niveau de notre maquette, on va commencer à intégrer des éléments tels que le logo, cet espace de bouton de connexion, le titre, etc. Et donc, notre écran va s'adapter automatiquement. D'accord ? Ok, pour ça, on est déjà pas mal. Alors, donc avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'ores et déjà commencer à créer un composant qu'on va appeler container, un container, d'accord? C'est ce qui va englober en fait ce que le corps de la page contient alors pas dans sa totalité. Ici je m'explique, ici la maquette s'arrête ici, mais on est sur, tu vois, sur une dimension de 1439 pixels à 1440 pixels de large. Ici si tu as un écran de 1920 par exemple, alors attends, si je dis pas de conneries, c'est comme ça. D'accord, on va l'adapter, voilà. Admettons qu'on ait un écran de cette dimension-là. Ça va peut-être être un peu lourd là ce que je viens de faire. Il va falloir patienter 2 secondes là. Ok, nous revoilà une fois que l'ordinateur a fini de compiler. Je vais juste prendre ça comme ça pour te montrer. Donc tu vois, si notre maquette, partons du principe qu'elle est comme ça centrée, tu vois, ici on va avoir en fait un contenu de la page, d'accord, qui va être isolé au centre, d'accord. Et puis ensuite on aura donc des éléments de design, comme par exemple ici ce rectangle qui en fait lui prendra tout simplement toute la dimension de... Alors je fais n'importe quoi, je parle en même temps, c'est dur. Voilà, ici on va plutôt avoir voilà, ce type de mise en page, d'accord, je te le reproduis comme ça rapidement pour que tu comprennes où on va, même si j'ai fait n'importe quoi. Donc l'idée ici, c'est évidemment d'avoir une page avec des éléments de graphisme qui prennent toute la largeur de la page, et évidemment avoir une section centrale dans laquelle on va mettre tout notre environnement. Donc ici on aura évidemment des marges qui seront adaptées en fonction du type d'écran, donc on va ajouter des marges en fonction d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une tablette, etc. Et nous on va conditionner donc notre contenu. Et donc le composant qu'on s'apprête à réaliser, qu'on va nommer container, ça sera un élément qui va nous permettre de justement contenir le contenu de notre projet et de l'adapter de cette manière. Pourquoi je te dis tout ça? Justement parce qu'on va avoir besoin de l'adapter en fonction de plein de choses, plein de paramètres. Et donc comme on va le dispatcher dans l'intégralité de notre page, dans l'intégralité de notre composant, ce serait vraiment con de reproduire déjà cette étape à chaque fois. Et puis si on se dit, tiens merde, on a oublié de mettre une marge pour les téléphones, on va devoir modifier toute l'application. Donc toujours dans ce même registre, l'idée c'est de créer un composant container réutilisable qu'on va réutiliser, qu'on va pouvoir modifier vraiment facilement.
Alors pour ça, on va rentrer dans les composants. Donc actuellement, on a marketing, on a page, d'accord. Donc ce qu'on va faire, moi j'ai pour habitude de l'appeler élément, d'accord. Donc je vais créer un dossier qu'on va appeler element, d'accord. Ça sera des éléments basiques, j'ai envie de te dire, ça va être des éléments classiques. Donc dans ce dossier élément, on va commencer à créer donc notre composant container. On va l'appeler container.js. Et ce container.js, on va créer une fonction de ce composant pour l'adapter. D'accord? Donc là, on va avoir pas mal de nouvelles choses à ce niveau-là. Donc, on va tenter de faire du ménage. Voilà. Et au top, va pouvoir utiliser container pour contenir le projet. Donc dans container, pour l'instant, ce que je te propose, c'est de lui mettre une classe basique, class name égale wave. Alors du coup, on va partir sur un max wave plutôt. On va partir sur un max wave XL. Donc ici, on va partir sur 6 XL. On va mettre un background, secondary, histoire d'utiliser la classe juste pour matérialiser ce qu'on est en train de faire. Background secondary, et on va lui indiquer un 8 full. Ok, au niveau de notre hero top, on va importer ce nouveau composant une fois qu'on a, dans le nœud principal qui comporte en fait ce background, d'accord. Donc ici, on va tout simplement importer dynamiquement notre composant qu'on a appelé donc container, si je dis pas de conneries, d'accord. On va appuyer sur entrée, ça va nous importer dynamiquement le container. On va fermer notre composant. Ok, donc on va valider ça. Alors avant de valider le container, on va bien sûr remettre 8 screen qu'on avait enlevé tout à l'heure pour l'exercice. On va compiler ça, on va aller voir au niveau de l'application. Donc voilà ce qui se passe. On a donc notre élément qui a été ajouté par-dessus, notre nouvel élément container, donc ça sera le container de notre site, qui a une couleur secondary avec un with spécifique. Donc encore une fois, là je te propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de Tailwind pour voir de quoi on parle. Ici, à quoi correspond cette dimension. Ici, on est sur du 1152 pixels, d'accord. Tu peux survoler la documentation comme ça. Ok, ici, on va indiquer M auto. Donc, c'est pour faire un margin automatique, d'accord. De cette manière, on va pouvoir centrer notre contenu, d'accord. Ici, on ne va pas nécessairement demander un background spécifique, d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on va supprimer ça, c'était pour le matérialiser. Ok, à ce niveau là 8 full pareil, il est pas nécessaire, puisque finalement cet élément là, nous on va pas l'utiliser. On va mettre du contenu à l'intérieur, et donc c'est ce qui va définir sa taille. Cependant, on va le conserver histoire d'avoir la possibilité de mettre un margin et de voir un petit peu plus clair. Par contre, ouais, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va récupérer ça. On va faire un background gray 50. Est-ce que c'est... Bon, l'idée, voilà, c'est de matérialiser en fait le contenu pour qu'on puisse travailler tranquillement dessus. Alors, la prochaine étape. La prochaine étape, eh bien, ça va être de commencer à intégrer les éléments qui vont être compris dans cette section-là, ici. Alors, je vais faire un CTRL-Z peut-être pour récupérer un peu ce qu'on avait avant. Voilà, c'est mieux. On va récupérer donc cet élément. Donc cet élément est disponible dans les sources. En fait, nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser un padding par rapport à notre contenu pour pouvoir nous écarter des bords, puisque si on regarde ça avec un téléphone, on risque d'avoir les choses collées. Mais de toute façon, tout ce qui va être vue responsive, pardon, tout ce qui va être vue responsive, c'est des choses qu'on va traiter par la suite tranquillement, donc sans se prendre la tête. Alors, pour commencer, on va intégrer ce logo et on va intégrer cette partie-là. Ok, alors on va récupérer donc dans le dossier de ressources notre logo au format SVG. Donc on va tout de suite l'intégrer. Hop, donc c'est ici. On va venir au niveau des médias et on va se mettre plutôt dans SVG, d'accord. On va prendre ce tac tac tac. On va prendre ça
Alors non, je peux pas faire comme ça. À chaque fois je me fais avoir. Alors, hop, hop. Voilà, donc on va définir ce logo à ce niveau-là. On va se mettre dans notre EO top à ce niveau-là. D'accord. Et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer du contenu dans notre composant container de manière à ce que celui-là puisse, tu vois, se retrouver ici. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce qu'on injecte à partir de maintenant dans notre composant de HeroTop, ce qu'on va mettre au niveau du container, il va falloir qu'on l'intègre à ce niveau-là. Alors là, c'est pas possible. On va le mettre soit dessus, soit dessous. Alors pour faire ça, c'est très simple. On va utiliser du coup une fermeture de balise comme ceci, d'accord, une ouverture, une fermeture, et on va placer du contenu ici. Donc ici, par exemple, du contenu. On va sauvegarder et on va aller voir sur notre projet qu'est-ce qui se passe. Eh bien, rien du tout. C'est très simple. Il va falloir qu'on indique ici, au niveau de notre fonction, un paramètre qui va s'appeler donc children, c'est un props, children, et ce children, on va le mettre dans notre vue en JSX, et donc c'est la raison pour laquelle on utilise les accolades. Donc on va récupérer children. Children en fait fait tout simplement référence au contenu de notre composant, de notre balise à ce niveau-là. Si je sauvegarde, je me rends bien compte qu'il a ajouté notre contenu. Et c'est comme ça qu'on va procéder en permanence avec notre container, c'est-à-dire que chaque composant qui a la nécessité d'être contenu dans notre container principal, eh bien on va tout simplement l'afficher comme ça via ce children. Donc ici pour commencer, on va importer notre logo par exemple. Logo from, donc on va aller chercher le logo, donc il va se trouver dans média puis SVG cette fois-ci, et on l'a appelé donc logo-burger house. D'accord. Ce logo là oui pardon, hop, .svg. Donc ce logo là, nous on va, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai fait une faute de frappe ou... Alors, tac. Module not found, media, SVG, logo, burger, house. Alors attends, je vais regarder si j'ai pas fait une connerie. Ok, ouais, c'est les aléas du direct. Effectivement, je sais pas pourquoi j'ai exporté ça en AI, donc il faut que je change ça, il faut que j'exporte ça en SVG évidemment, bien sûr. Ok, me revoilà avec cette fois-ci donc un SVG, donc je vais le remplacer au niveau de mes documents. Donc celui-là, j'en ai plus besoin en fait. Moi, je vais utiliser le SVG. Ok. Alors cette fois-ci, il est capable de reconnaître effectivement qu'il existe. Il me dit simplement qu'il est défini mais qu'il n'est pas utilisé. Donc on va avoir la possibilité maintenant de créer, d'importer en tout cas notre image. Donc ici, on va utiliser image. On va faire référence à la source. La source de l'image, ça sera tout simplement le logo. On va indiquer une balise alt. Ici pour préciser que c'est le logo de l'application qu'on a appelé Burger House App par exemple. Ok, ici on va fermer notre balise et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on a importé notre SVG, donc tu vois qu'à ce niveau-là, il a pris vraiment la dimension qui lui était accordée, donc c'est-à-dire vraiment de l'angle gauche jusqu'à l'angle droite. Donc nous, on va essayer de remédier à ça. Donc comment faire? On va pouvoir utiliser rapidement des class names, d'accord? Class names dans lesquels on va définir un width qui soit plus ou moins cohérent. Alors ici tu peux utiliser des pourcentages, tu peux utiliser des valeurs qui sont plus ou moins prédéfinies, tu vois, comme par exemple width 64, et puis on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc l'idée ici, c'est de te rapprocher tout simplement de la maquette à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on ne va pas prendre connaissance des marges et des paddings, on va faire ça dans un composant externe.
Donc au niveau de, si quand même, je vais revenir sur le dossier. Au niveau de notre section ici, il va falloir qu'on englobe ça dans une section qui va s'appeler headers, d'accord? Donc le header sera différent au niveau de l'application, mais au niveau de la landing page, pardon, il sera défini comme ça. Donc ça sera un header qui va permuter, qui va changer d'aspect en fonction de l'endroit où on se trouve, en tout cas en l'occurrence, suivant si l'utilisateur est connecté ou non. C'est-à-dire s'il est connecté, ben, on lui affichera un header qui sera légèrement différent. Si il ne l'est pas, ben, on va lui afficher justement ce header à ce niveau-là avec les boutons de connexion, etc. Donc on va essayer de prendre quelque chose de réutilisable. Donc on va faire tout de suite un élément composant, donc un élément marketing qui s'appellera headers. Allez, c'est parti, on est dans notre projet, donc on va rester dans les sections de page. À ce niveau-là, on va indiquer donc headers .js. Pareil, on commence notre composant qui s'appelle headers. Donc c'est dans celui-ci qu'on va venir importer notre logo. D'accord. À ce niveau-là. Donc pour l'instant on garde un nœud vide, on travaillera dessus plus tard. Donc au niveau du container, bah, finalement qu'est-ce qu'on va importer? Headers. Donc ici il va falloir qu'on importe headers. Je l'ai appelé header moi. Header. Ok. Ici on a importé header qui fait référence finalement, tu vois, au niveau de HeroTop, dans le même dossier, on importe headers. Donc on va actualiser notre page. Ici on se retrouve avec le même résultat, d'accord? Donc l'idée ici en fait c'était simplement de partir sur un composant et le redécouper, d'accord? Donc cette fois-ci on l'a fait dans l'autre sens, c'est des choses qu'on va faire comme ça tout au long de l'application, tout au long de cette formation. Donc à ce niveau-là, ok, on a importé notre header. Et donc maintenant on va travailler à l'intérieur de celui-ci pour représenter en fait toute cette section-là. Alors, comme le montre la maquette, on va avoir un élément qui sera isolé à gauche, un élément qui sera isolé à droite. Donc nous, on va déjà commencer par le matérialiser, ça. Donc au niveau de notre div principal, on va indiquer comme classe des flexbox. Donc on va utiliser flex, d'accord. On va utiliser item center pour centrer les éléments dans le sens vertical. Et on va justifier notre contenu en utilisant justify between. Ça va nous permettre d'isoler ces deux nœuds de part et d'autre de notre conteneur. Donc si par exemple je prends ces deux images, je ne sais pas si c'est le bon exemple, si c'est un bon exemple, on va pouvoir matérialiser ça comme ça. Non, c'est un mauvais exemple. Ce qu'on va faire, je vais revenir en arrière à ce niveau-là. Allez, je vais commenter ça. Et on va plutôt créer deux divs. Class name égale background red 500, voilà, et on va faire la même chose avec une autre couleur, background green 500. Ici on va définir une hauteur basique pour matérialiser ce qu'on est en train de fabriquer tout simplement, d'accord. Peut-être falloir que je lui donne une dimension. On va prendre 100% de la taille disponible. Donc voilà, ça me matérialise voilà, ces deux sections-là. Alors on n'est pas obligé de faire quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire d'avoir du 50-50. Ici on a une maquette qui vraiment qui a un espace isolé entre les deux, donc pourquoi pas. Mais il peut y avoir tu peux avoir par exemple besoin d'intégrer un menu, tu vois, qui prend toute la longueur de l'écran, et dans ce cas-là il vaudra mieux que tu utilises plutôt des pourcentages avec un tiers, deux tiers, etc. en fonction de ce que tu as besoin de faire. Ça, en l'occurrence, on va pas le faire pour l'instant, on va juste isoler ces deux informations à ce niveau-là. Donc dans le premier nœud, ici, on va pouvoir importer en fait notre logo. Donc on va mettre le logo à ce niveau-là. Et puis dans la partie de droite, on va tout simplement travailler sur la partie des boutons avec la petite description.
Donc à ce niveau-là, il va falloir qu'on isole ce SVG là qui représente une icône, et puis il va falloir qu'on indique le titre. Donc comme maintenant on va commencer à travailler sur le texte, et ben, il va falloir qu'on prenne le temps de paramétrer notre typo. Donc on va paramétrer notre typo, et puis on va pouvoir commencer à continuer. Ensuite, on installera plutôt les boutons. Donc pareil, ici on va encore prendre le temps de créer notre composant de boutons pour ensuite commencer à évoluer. Donc c'est un petit peu long pour le moment parce qu'en fait on initialise tout au fur et à mesure, et puis moi je t'explique beaucoup de choses, et puis petit à petit on va essayer de refermer un petit peu l'étau pour se concentrer et puis avancer de plus en plus vite. D'accord, donc voilà ce qu'on va faire par la suite. On va simplement utiliser, tu vois, des notions ici de padding. Donc ici, on ne va pas respecter à l'exactitude la maquette parce que ce serait trop long de tout contrôler, etc. Mais l'idée ici, ça va être simplement de mettre une marge interne. Donc pour faire ça, on va se rendre dans notre composant header, et c'est à lui qu'on va définir. Donc si on veut indiquer un padding, qui est dirigé sur le dessus, par exemple, on va indiquer P-T pour padding top. Alors c'est pas tiret, c'est padding top, tiret une valeur qu'on a besoin de faire. On peut faire padding left, padding right, padding bottom, etc. Mais on peut également faire padding X ou padding Y. Donc padding X, ça sera dans le sens horizontal, padding Y, ça sera dans le sens vertical. Donc padding Y, et là on va lui mettre une valeur par exemple de 10, contrôler si c'est plutôt intéressant. Voilà, ça nous fait une valeur comme ça. Donc ça va nous décaler légèrement du dessus du corps de l'application. D'accord. Étant donné que c'est lui qui a le background, évidemment, tu l'as vu à ce niveau-là. Évidemment, du coup, on n'a pas la valeur, mais si je prends cette ligne et que j'ajoute un background de référence pour qu'on sache un peu comment on travaille, background gray, par exemple, je mets un peu au hasard, voilà, ça te représente le composant comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une marge haute, une marge basse, on va avoir un élément gauche, un élément droite, dans lequel on va pouvoir centrer les informations. D'accord. Ici, j'ai une valeur, une hauteur par défaut, donc c'est la raison pour laquelle c'est pas centré, mais on va annuler ça petit à petit. Ici, on évitera d'indiquer une valeur. De cette manière, si ce composant est plus large que l'autre en termes de hauteur, bah, les deux éléments vont se centrer. D'accord, c'est la raison pour laquelle on a utilisé la classe Item Center. Ok, bah écoute, c'est tout pour cette vidéo qui était assez longue finalement pour le contenu. Je pensais qu'on produirait plus, mais ça n'a pas été le cas. On va essayer d'avancer dans la prochaine étape pour essayer de positionner, donc on va surtout travailler sur cet élément-là. Et puis on pourra donc commencer à attaquer cette grosse partie, cette grosse section. Allez, je te retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite.